22 novembre 1922. Gosport, Indiana. Un enfant est né dans un monde qui allait bientôt être englouti par l'effondrement économique et la guerre mondiale. Eugene Morrison Stoner est entré dans la vie avec rien d'autre que son nom. Dans une petite ville agricole où la plupart des familles ont lutté contre la Grande Dépression, personne n'aurait pu prédire que ce garçon, qui n'ira jamais à l'université, qui passera ses premières années à installer des pièces d'avion dans des usines californiennes, concevrait un jour le fusil militaire le plus controversé et le plus utilisé de l'histoire moderne. Le crayon se déplaçait sur le papier tandis que le jeune machiniste dessinait des modifications sur des armes pour lesquelles il n'avait jamais été formellement formé. Travaillant tard le soir dans son garage de Long Beach après ses quarts de travail chez Vega Aircraft Company, Stoner tentait de résoudre un problème qui frustrait les concepteurs militaires depuis des décennies. Comment pourriez-vous créer un fusil suffisamment léger pour que les soldats puissent le transporter à travers les jungles et les montagnes, suffisamment puissant pour arrêter un ennemi à 500 mètres, mais suffisamment fiable pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles sur Terre? Selon tous les experts de l'industrie des armes à feu, selon le United States Army Ordnance Corps, selon une tradition remontant à la guerre civile américaine, la réponse était simple. Vous ne pouviez pas. Un fusil automatique vraiment léger était impossible. La physique ne le permettait pas. Les matériaux n'existaient pas. Quiconque prétendait le contraire était soit un imbécile, soit un imposteur. Stoner n'était ni l'un ni l'autre. Il était simplement disposé à remettre en question des hypothèses que tout le monde acceptait comme étant vraies. Et cette volonté finirait par armer des millions de soldats, remodeler les tactiques d'infanterie moderne et susciter des débats qui se poursuivent encore aujourd'hui. Nous étions en 1939. Eugene Stoner venait tout juste d'obtenir son diplôme du lycée polytechnique de Long Beach. L'université n'était pas une option. La dépression avait détruit les économies de sa famille, ne laissant plus d'argent pour les frais de scolarité universitaire. Pendant que ses camarades de classe les plus riches se dirigeaient vers Stanford et Berkeley, le jeune homme entra chez Vega Aircraft Company et demanda du travail. Ils l'ont embauché pour installer l'armement sur les avions d'entraînement. Le travail exigeait de la précision, une attention aux détails et une compréhension des systèmes mécaniques. Cela offrait également quelque chose d'inestimable, l'accès à de l'aluminium de qualité aéronautique, un matériau que la plupart des fabricants d'armes n'avaient jamais envisagé d'utiliser pour leurs armes à feu. Pendant des générations, les fabricants de fusils ont utilisé le bois et l'acier, des matériaux traditionnels lourds et denses capables de résister aux forces explosives de la poudre à canon et au choc du recul. Le jeune ingénieur a examiné ces matériaux et en a vu les limites. L'acier était solide mais lourd. Le bois a absorbé l'humidité et s'est déformé. Les deux ajoutaient un poids inutile aux armes que les soldats devaient transporter sur des kilomètres. Mais l'aluminium, le métal léger utilisé dans la construction aéronautique, offrait des propriétés différentes. Il était plus léger que l'acier, résistant à la corrosion et, lorsqu'il était correctement conçu, suffisamment solide pour supporter les contraintes liées au fonctionnement du fusil. Le problème était que personne n'avait réussi à fabriquer un fusil de combat en aluminium. Toutes les tentatives avaient échoué. Stoner a classé cette observation. Il y reviendrait plus tard. 7 décembre 1941. Pearl Harbor. Comme des millions de jeunes Américains, le jeune homme de 19 ans s'est enrôlé dans l'armée. Il a rejoint le corps des marines des États-Unis, spécialisé dans les ordonnances aéronautiques. Le corps l'a envoyé dans le Pacifique Sud et dans le nord de la Chine, où il a passé sa guerre à entretenir et réparer des mitrailleuses, des fusils et des armes automatiques. Il n'a jamais vu de combat direct, mais il a vu quelque chose de tout aussi précieux pour un futur concepteur d'armes à feu. Il a vu les armes échouer. Il a vu les marines lutter avec le M1 Garand, un superbe fusil néanmoins trop lourd pour la guerre dans la jungle. Il a observé le fusil automatique M1918 Browning, puissant mais pesant près de 20 livres. Il a étudié le fusil M1941 Johnson et la mitrailleuse légère. Des conceptions innovantes que la plupart des planificateurs militaires ont jugées trop complexes. Chaque soir, une fois ses tâches d'entretien terminées, le jeune marine esquissait des améliorations. Il a rempli des cahiers avec des modifications, des systèmes de gaz alternatifs, différentes conceptions de boulons. Ses camarades marines pensaient qu'il était obsédé. Ils avaient raison. En 1943, il avait développé 2 prototypes de carabines de calibre 30 pendant son temps libre. Ni l'un ni l'autre n'était complet, mais les deux démontraient des concepts qui apparaîtraient plus tard dans ses conceptions révolutionnaires. Le stock en ligne droite qui canalisait le recul vers l'arrière plutôt que vers le haut. Le système de gaz simplifié qui a éliminé les tiges de commande lourdes.
La construction modulaire qui a permis un décapage rapide sur le terrain. Il ne s'agissait pas d'innovations aléatoires. Il s'agissait de solutions systématiques aux problèmes que le concepteur avait observés dans les armes de combat. La guerre prit fin en août 1945. Le vétéran de 22 ans retourna en Californie et chercha immédiatement du travail dans des ateliers d'usinage. Il a été embauché par Whittaker, un fabricant de pièces d'avion, en commençant par l'usine. En quelques mois, ses compétences avec les machines de précision lui ont valu une promotion au poste d'ingénieur de conception. C'était ici, en collaboration avec un fabricant aérospatial technique d'anneaux, qu'il a perfectionné sa compréhension de la façon d'usiner l'aluminium de qualité aéronautique selon des tolérances acceptables pour les armes à feu. Cette connaissance s'avérerait cruciale. En 1954, près d'une décennie s'était écoulée, occupant divers postes d'ingénieur tout en continuant à concevoir des armes à feu dans son garage. Ces prototypes avaient attiré l'attention des experts en armes à feu, mais aucun fabricant n'était disposé à investir dans la production. Puis est arrivée une opportunité qui allait tout changer. Une petite entreprise appelée Armalite, une division de Fairchild Engine and Airplane Corporation, recherchait un ingénieur de conception en chef. Armalite a été fondée spécifiquement pour apporter des matériaux et des techniques de fabrication modernes à l'industrie des armes à feu. Il comptait moins d'une douzaine d'employés. Il n'avait pas d'usine. Il s'agissait essentiellement d'une opération de recherche et développement dans l'espoir de concéder sous licence leur conception à de plus grands fabricants. C'était parfait pour l'ingénieur autodidacte. Il est embauché le 4 octobre 1954 et se met immédiatement au travail sur son projet le plus ambitieux à ce jour. L'armée américaine avait annoncé en 1955 qu'elle cherchait un remplaçant pour le fusil M1 Garand. La nouvelle arme devait tirer le standard NATO 7. Cartouche de 62 mm, la même cartouche utilisée par la plupart des nations alliées. Il devait être fiable, précis et, si possible, plus léger que le Garand de 9,12 livres. Tous les grands fabricants d'armes à feu en Amérique et en Europe ont soumis des modèles. Springfield Armory a proposé le T-44, essentiellement un M1 Garand mis à jour chambré pour la nouvelle cartouche. Fabrique nationale de Belgique a présenté son fusil FAL déjà en service dans plusieurs armées européennes. Les deux étaient des conceptions conventionnelles, des récepteurs en acier, des crosses en bois, des systèmes à piston à gaz éprouvés au fil des décennies d'utilisation. Les deux pesaient environ 9 livres. La soumission Armalite était désignée AR-10, fusil Armalite numéro 10. Il en pesait 7. Les responsables des tests de l'armée à l'armurerie de Springfield pensaient qu'il y avait eu une erreur dans les spécifications. Aucune munition autant à pleine puissance ne pourrait peser aussi peu tout en fonctionnant de manière fiable. Ils ont supposé que les documents étaient incorrects. Ensuite, le fusil est arrivé pour être testé à la fin de 1956. l'AR-10 ne ressemblait à aucun fusil militaire que les testeurs aient jamais vu. La crosse et le garde-main étaient en fibre de verre renforcé de matériaux en mousse empruntés à la construction aéronautique. Le récepteur a été forgé à partir d'un alliage d'aluminium 7075 T6, le même matériau utilisé dans les composants structurels des avions. Le fusil présentait une conception en ligne droite avec la crosse alignée directement derrière le canon plutôt que de tomber en dessous comme dans les fusils traditionnels. Cela signifiait que les forces de recul étaient repoussées directement dans l'épaule du tireur plutôt que de faire monter la bouche. Le système de gaz était révolutionnaire. Au lieu d'utiliser une tige de commande lourde comme le M1 Garand ou un système de piston comme le FAL, la conception enracinait les gaz en expansion directement du canon à travers un tube jusqu'au porte-boulon. Ce système, communément appelé impact direct, bien que techniquement un système de gaz à expansion interne, a éliminé près de 2 livres de métal alternatif. Les premiers rapports de test étaient enthousiastes. Les testeurs ont noté que l'AR-10 était le fusil le plus facile à contrôler en tir automatique qu'ils aient jamais testé. La conception en ligne droite combinée à un frein de bouche efficace rendait le fusil remarquablement contrôlable malgré le tir de puissantes munitions OTAN. La précision était excellente. Le fusil produisait systématiquement des groupes de moins de 2 pouces à 100 mètres, mieux que le T-44 ou le FAL. La fiabilité était bonne lors des premiers essais. Le récepteur en aluminium ne présentait aucun signe de stress ou de défaillance. Puis vinrent les tests d'endurance. L'armée a soumis l'AR-10 à des tests de torture destinés à révéler d'éventuelles faiblesses. Ils ont tiré des milliers de coups à travers le fusil sans nettoyage ni entretien. Ils l'ont soumis à des variations extrêmes de température. Ils l'ont trempé dans la boue et le sable. Et lors d'un test particulier, le canon composite,
un revêtement en acier entouré d'un manchon en aluminium, s'est brisé de manière catastrophique. Le canon a éclaté. Le fusil a été détruit. Les responsables des tests de l'armée ont rédigé leur rapport. LAR-10 a été rejeté. Ils ont reconnu ses caractéristiques innovantes, sa légèreté, sa contrôlabilité, mais ils ont conclu qu'il faudrait 5 ans ou plus pour résoudre les problèmes et le faire adopter. L'armée américaine a sélectionné le T-44, qui est entré en production sous le nom de fusil M14 en 1957. LAR-10 était tombé en panne. Mais le concepteur avait appris quelque chose de crucial de cet échec. Le canon composite était une erreur signalée par le président d'Armalite malgré ses objections au gain de poids. Il a immédiatement conçu un canon entièrement en acier pour LAR-10. Trop tard pour les essais de l'armée américaine, mais pas trop tard pour d'autres clients potentiels. En 1957, Armoralite a autorisé la production de LAR-10 à Artillerie Henri-Engan, un fabricant d'armes néerlandais. Au cours des prochaines années, la société néerlandaise produirait moins de 10 000 fusils AR-10 et les vendrait au Soudan, au Portugal et dans plusieurs autres pays. Les parachutistes portugais qui ont utilisé LAR-10 dans les guerres coloniales africaines ont loué sa précision et sa fiabilité. Les troupes de la Légion étrangère française au Tchad, qui en ont acquis quelques-uns par divers canaux, ont déclaré qu'il s'agissait de l'un des meilleurs fusils de combat qu'ils aient jamais utilisés. LAR-10 a fonctionné. Il était tout simplement arrivé trop tard et n'avait pas encore fait ses preuves pour les responsables américains conservateurs des achats militaires qui préféraient les conceptions traditionnelles. Alors que LAR-10 était fabriqué aux Pays-Bas, l'ingénieur Armorite travaillait déjà sur son prochain design. Il avait prouvé qu'un fusil léger pouvait fonctionner avec des munitions à pleine puissance. Mais une question se posait dans les milieux militaires. Les soldats avaient-ils vraiment besoin de cartouches à pleine puissance ? Des études de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée ont montré que la plupart des combats d'infanterie se déroulaient à des distances inférieures à 300 mètres. À ces distances, une cartouche plus petite et plus légère pourrait être tout aussi efficace que la lourde cartouche de l'OTAN, et les soldats pourraient transporter beaucoup plus de munitions. Le commandement de l'armée continentale des États-Unis a émis de nouvelles exigences au début de 1957. Il voulait un fusil léger tirant une cartouche de petit calibre à grande vitesse. La solution consistait à réduire la conception de LAR-10. La configuration en ligne droite, le système de gaz, le récepteur en aluminium, la construction modulaire, tout est resté, mais tout a été dimensionné pour une cartouche beaucoup plus petite, la 223 Remington. Cette cartouche sportive, conçue à l'origine pour la chasse à la vermine, tirait une minuscule balle pesant moins de 60 grains à des vitesses supérieures à 3000 pieds par personne. La vitesse élevée signifiait que la petite balle pouvait produire des blessures dévastatrices malgré son poids léger. La petite cartouche signifiait qu'un soldat pouvait transporter 300 cartouches au lieu de 140 cartouches de munitions de l'OTAN. Le premier prototype AR-15 a été achevé en mai 1957. Lorsqu'il était chargé d'un chargeur de 20 cartouches, le fusil ne pesait que 6 livres, soit moins de la moitié du poids du M14. Il mesurait 39 pouces de long, contre 44 pouces pour le M14. Il pouvait tirer en mode semi-automatique et entièrement automatique. Les premiers tests ont montré qu'il pouvait pénétrer un casque en acier à 500 mètres et un gilet pare-balles d'infanterie standard à 300 mètres. La balistique de la blessure était exceptionnelle. La petite balle se déplaçant rapidement lassait et se fragmenterait en touchant les tissus, créant des blessures bien plus grandes que le diamètre de la balle. L'armée américaine a testé LAR-15 et l'a rejeté. Il venait d'adopter le M14. Il n'était pas intéressé par un autre fusil, en particulier par un fusil tirant ce qu'il considérait comme une cartouche Warmin. L'ordonnance Corps, la branche responsable de l'achat d'armes, s'est activement opposée à la nouvelle conception. Certains historiens suggèrent que l'opposition était personnelle. Armorite avait rejeté une offre de l'ordonnance Corps d'acquérir les droits de développement de LAR-10, craignant que l'armée n'enterre la conception. Le corps d'ordonnance n'avait pas oublié. Ils avaient investi leur réputation dans le M14. Ils n'allaient pas admettre qu'ils s'étaient trompés de fusil. Armalite a tenté de commercialiser LAR-15 auprès des militaires étrangers. Certains ont exprimé leur intérêt, mais la politique d'aide étrangère des États-Unis exigeait que les pays alliés utilisent des armes compatibles avec les armes militaires américaines. Étant donné que LAR-15 tirait une cartouche différente de celle du M14, les clients étrangers potentiels ne pouvaient pas l'acheter. En 1959, Armalite était confronté à des problèmes financiers. Ils avaient passé des années à développer les AR-10 et AR-15, mais avaient vendu très peu de fusils.
L'entreprise n'avait aucune capacité de fabrication et dépendait entièrement des droits de licence. Fairchild Engine and Airplane Corporation, la société mère d'Armalite, a décidé de réduire ses pertes. En février 1959, Armalite vendit les droits de l'AR-15 à la société de fabrication Colt pour $75 000 plus les redevances sur chaque fusil produit. Il semblait que le fusil révolutionnaire rejoindrait des milliers d'autres modèles d'armes à feu prometteurs mais qui n'auraient jamais atteint la production. Colt avait acheté les droits, mais il n'avait pas d'acheteur militaire. L'armée ne voulait pas du fusil. Aucune armée étrangère ne pourrait l'acheter. l'AR-15 semblait voué à l'obscurité. Puis vint un barbecue du 4 juillet qui allait tout changer. 4 juillet 1960. Une ferme dans le Maryland. Richard Boutel, président de Fairchild Corporation et ancien président d'Armalite, organisait une fête pour le jour de l'indépendance. Parmi les invités figurait le général Curtis Lamb, vice-chef d'état-major de l'armée de l'air américaine. Lamb était une légende dans les cercles militaires américains. Il avait planifié la campagne de bombes incendiaires contre le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait commandé le commandement aérien stratégique, en faisant la force militaire la plus puissante de l'histoire. Il était connu pour sa personnalité exigeante, son mépris de la bureaucratie et sa volonté de se battre pour ce qu'il croyait être juste. À 53 ans, il était le plus jeune général 4 étoiles de l'histoire américaine. William Mullen, un vendeur culte, avait apporté un AR-15 à la fête, dans l'espoir d'avoir l'occasion de faire une démonstration du fusil à tous les officiers militaires qui pourraient y assister. Lorsqu'il apprit que le général Lamé serait présent, Mullen prépara une manifestation. Il place Pastèque à 50 mètres et 150 mètres en aval. Il remet l'AR-15 et plusieurs chargeurs au général Lamé. Le général, un tireur expérimenté, a examiné brièvement le fusil puis a ouvert le feu. Les pastèques ont explosé. Les minuscules 223 balles voyageant à plus de 3000 pieds par personne ont frappé les pastèques et les ont fait éclater de façon spectaculaire. Lamb a tiré plusieurs chargeurs, touchant des cibles à différentes distances. Le fusil a parfaitement fonctionné. Lorsque Mullen a mentionné qu'il restait une pastèque, Lamb a refusé de la tirer. « Mangeons ce fils de pute », a-t-il dit. La manifestation s'est poursuivie pendant que le général et les autres invités mangeaient la pastèque survivante. Lamb a posé des questions détaillées sur la conception du fusil, ses munitions et ses capacités de production. Il a appris qu'il pesait 6 livres lorsqu'il était chargé, comparé au M14 de 9,12 livres. Il a appris qu'un soldat moyen pouvait transporter 240 cartouches de 5,56 mm, contre 100 cartouches de 7,62 mm. Il a appris que les tests d'adresse au tir avaient montré que 43% des tireurs AR-15 étaient qualifiés d'experts, contre seulement 22% des tireurs M14. À la fin de la fête, le général Curtis Lamé avait pris une décision. Il voulait ce fusil pour l'Air Force. Le personnel de sécurité de l'armée de l'air portait encore la carabine M1 de la Seconde Guerre mondiale, une arme inadéquate pour protéger les bases aériennes contre d'éventuelles attaques ennemies. l'AR-15 leur donnerait une puissance de feu comparable à celle des fusils d'infanterie tout en restant suffisamment léger pour les troupes de sécurité ayant besoin de mobilité. Lamb a passé sur place une commande de 8500 fusils et de 8,5 millions de cartouches. Lors d'un barbecue du 4 juillet basé sur la chasse aux pastèques. Il y a eu un problème. L'armée américaine contrôlait tous les achats de fusils pour toutes les branches de l'armée. Pour que l'armée de l'air reçoive des AR-15, l'armée devrait approuver l'achat. L'armée avait déjà rejeté les AR-15. Il n'était pas enclin à revenir sur cette décision, surtout pas parce qu'un général de l'armée de l'air voulait le fusil. Le général Maxwell Taylor, président des chefs d'état-major interarmées, a informé le président John F. Kennedy qu'il serait problématique d'avoir 2 calibres de fusils différents dans le système militaire. La demande de Lamb a été refusée. Curtis Lamé n'a pas accepté la défaite facilement. Au cours des 2 années suivantes, il mènera l'une des campagnes les plus persistantes de l'histoire des acquisitions militaires américaines. Le vice-chef d'état-major de l'Air Force a déposé des demandes officielles. Il a assisté à des réunions au Pentagone. Il a fourni des données issues des tests de l'Air Force montrant la supériorité de l'AR-15 sur le M14. Il a clairement indiqué que les objections de l'armée étaient fondées sur la fierté institutionnelle plutôt que sur une évaluation objective. À l'été 1961, Lamb est promu chef d'état-major de l'armée de l'air, l'officier le plus haut gradé du service. De ce poste, il avait un accès direct au président Kennedy et au secrétaire à la défense Robert McNamara.
Il a immédiatement demandé l'approbation de 80 000 AR-15 pour équiper l'ensemble de l'armée de l'air. Une fois de plus, la demande a été refusée. Le général était légendaire pour sa réticence à démissionner. Il a déposé une deuxième demande. Il a déposé une troisième demande. À chaque fois, des responsables de l'armée ont bloqué l'achat, arguant que le M14 était supérieur et que le fait d'avoir deux calibres différents dans le système militaire créerait des problèmes logistiques. L'AM a répliqué en soulignant que l'armée de l'air utilisait déjà des armes différentes de celles de l'armée dans de nombreuses catégories. Le débat s'est prolongé jusqu'en 1961 et jusqu'en 1962. Pendant ce temps, les événements en Asie du Sud-Est créaient une pression en faveur d'une meilleure arme d'infanterie. Les conseillers militaires américains au Sud-Vietnam rapportaient que les Viet Cong armés de fusils soviétiques AK-47 étaient plus puissants que les troupes sud-vietnamiennes armées de M1 Garand. l'AK-47 a tiré une cartouche intermédiaire similaire dans son concept à la cartouche de 5,56 mm de l'AR-15. Il était plus léger que les fusils de l'OTAN, plus facile à contrôler en tir automatique et mortellement efficace dans la guerre dans la jungle. Les conseillers américains ont commencé à demander des AR-15 pour des tests sur le terrain. Fin 1961, le secrétaire à la Défense, Robert McNamara, autorisa un procès à petite échelle. 1000 AR-15 ont été envoyés au Vietnam pour évaluation par les unités des forces spéciales et les forces sud-vietnamiennes. Les rapports sont revenus enthousiastes. Les soldats des forces spéciales ont indiqué que l'AR-15 était idéal pour les combats dans la jungle. Il était suffisamment léger pour traverser une végétation épaisse. Il était suffisamment court pour être manipulé de près. La petite cartouche permettait aux soldats de transporter suffisamment de munitions pour des patrouilles prolongées et, malgré sa petite taille, le fusil était d'une efficacité dévastatrice contre les troupes ennemies. Les balles légères à grande vitesse provoquaient de graves blessures. Les troupes sud-vietnamiennes qui ont reçu des AR-15 pour les tester ont refusé de les restituer. Ils ont rapporté que la légèreté et la maniabilité du fusil le rendaient bien supérieur à leurs armes existantes. Certains soldats vietnamiens ont déclaré que l'AR-15 leur donnait l'impression d'avoir la puissance de feu de 3 hommes. Le secrétaire à la Défense, Robert McNamara, recevait désormais 2 avis complètement contradictoires. L'armée insiste dès le M14 était supérieur et l'AR-15 était inadéquat pour le service militaire. Les rapports de terrain de l'armée de l'air, des forces spéciales et du Vietnam ont insisté sur le fait que l'AR-15 était considérablement meilleur. McNamara a ordonné des tests supplémentaires. Au début de 1962, il créa une nouvelle étude pour comparer directement l'AR-15, le M14 et l'AK-47 soviétiques. L'étude connue sous le nom de rapport Hitch fut publiée à l'été 1962. La conclusion fut dévastatrice pour l'armée. L'AR-15 était supérieur au M14 dans toutes les catégories mesurables. Les soldats armés des AR-15 pouvaient transporter plus de munitions, toucher des cibles de manière plus fiable et entretenir leurs armes plus facilement que les soldats armés de M14. L'étude est allée plus loin. Il concluait que le M14 n'avait pas réussi à surpasser même l'AK-47, le tout nouveau fusil américain, adopté 5 ans plus tôt à un coût énorme, était inférieur à l'arme soviétique qu'il était censé vaincre. L'armée a riposté. Ils ont affirmé que les tests étaient biaisés. Ils ont mené leurs propres évaluations démontrant la supériorité du M14. Ils ont soutenu que le 5. La cartouche de 56 mm manquait de puissance d'arrêt, mais McNamara avait pris sa décision. En novembre 1962, il approuva l'achat initial des AR-15 pour l'armée de l'air et les forces spéciales de l'armée. Le général Laméé a finalement reçu l'approbation pour ses fusils, mais pas les 80 000 qu'il avait demandé. Sa persévérance avait payé. Les premières livraisons de 8500 fusils sont arrivées en mai 1962, près de 2 ans après sa commande initiale au barbecue du Maryland. Le fusil s'appelait désormais M16. Colt avait apporté plusieurs modifications à la conception originale de l'AR-15, notamment en déplaçant la poignée de chargement dessous la poignée de transport vers l'arrière du récepteur. La production a commencé à s'intensifier. En novembre 1963, McNamara commanda 104 000 fusils, 85 000 XM16-1 pour l'armée et les marines, 19 000 M16 pour l'armée de l'air. Le contrat d'une valeur de 13,5 millions a été attribué à Colt le 4 novembre 1963. À la fin de 1963, des dizaines de milliers de M16 étaient fabriqués et au début de 1964, les premières grandes expéditions ont commencé à arriver au Vietnam. L'armée, toujours sceptique quant aux nouveaux fusils, a commencé à remplacer le M14 par le M16 dans les unités déployées au Vietnam.
L'impossible était devenu réalité. Un fusil léger tirant une petite cartouche remplaçait le fusil lourd traditionnel dont les planificateurs militaires avaient insisté sur la nécessité. Tout semblait parfait. Le M16 était plus léger, plus facile à tirer et plus contrôlable en tir automatique. Les soldats pouvaient transporter 2 fois plus de munitions. Le fusil s'est parfaitement comporté lors de tous les tests officiels. Et puis, au Vietnam, les soldats ont commencé à mourir parce que leur fusil se bloquait. Les rapports ont commencé à arriver à la fin de 1965. Les M16 fonctionnaient mal au combat. Les fusils ne parvenaient pas à extraire les 12 usagers, les laissant coincés dans la chambre. Des soldats ont été retrouvés morts, leurs fusils démontés à côté d'eux, essayant désespérément de dégager les embouteillages sous le feu ennemi. Les marines ont écrit des lettres chez eux décrivant leurs fusils comme des débris. Certains soldats se méfiaient tellement du M16 qu'ils récupéraient les AK-47 ennemis sur le champ de bataille, risquant ainsi de porter un fusil en qui ils pouvaient avoir confiance. Les parents ont reçu des lettres de leurs fils décrivant des fusils qui se bloquaient à intervalles réguliers. Un marine a écrit chez lui « Nous sommes partis avec 72 hommes dans notre peloton et sommes revenus avec 19. Croyez-le ou non, vous savez ce qui a tué la plupart d'entre nous. Notre propre fusil. Pratiquement chacun de nos morts a été retrouvé avec son M16 démoli à côté de lui, là où il essayait de le réparer. Le taux de dysfonctionnement était stupéfiant. Dans une enquête menée en 1967, 80% des 1585 soldats ont déclaré avoir subi des arrêts de tir. Le M16, le fusil censé donner aux soldats américains un avantage sur l'ennemi, était devenu un handicap. Les soldats ont commencé à l'appeler le jouet Mattel, du nom de l'entreprise de jouets en plastique. Ils disaient que c'était bien pour tirer sur des cibles, mais qu'ils échouaient lorsque des vies étaient en jeu. Certaines unités ont demandé à être rééquipées de l'ancien M14. D'autres ont récupéré des AK-47 sur le Viet Cong mort. Un marché souterrain s'est développé où les soldats échangeaient des cigarettes et d'autres marchandises contre des fusils soviétiques capturés. L'arme qui était censée représenter la supériorité technologique américaine était devenue un symbole de trahison. Qu'est-ce qui n'allait pas? Comment un fusil qui fonctionnait parfaitement lors des tests était-il devenu fatalement peu fiable au combat? Eugene Stoner a été stupéfait par ces informations. Il s'est envolé pour le Vietnam au début de 1967 pour enquêter personnellement. Ce qu'il a découvert finirait par déclencher une enquête du Congrès et révélerait l'un des épisodes les plus honteux de l'histoire des acquisitions militaires américaines. Le fusil qu'il avait conçu était fondamentalement solide. Mais l'armée l'avait modifié, et ces changements effectués sans tests appropriés, sans consulter le concepteur, sans comprendre les principes d'ingénierie derrière le fonctionnement du fusil, avaient transformé une arme fiable en un piège mortel. Le premier problème était la poudre à canon. Stoner avait conçu l'AR-15 pour utiliser la poudre IMR 4475, un type spécifique de poudre en bâton qui brûlait relativement proprement. Cette poudre avait été utilisée dans tous les tests du fusil. Il produisait des pressions constantes, laissait un minimum de résidus et le fusil fonctionnait de manière fiable avec. Mais l'armée, sans consulter Colt ou le concepteur, a opté pour un propulseur différent. Ils ont opté pour la poudre WC-846 fabriquée par Holland Matt, qui entretenait des relations étroites avec les responsables des achats de l'armée. La poudre à billes brûlait plus salement que la poudre IMR. Cela a laissé davantage de résidus dans la chambre et sur le boulon. Il produisait également des pressions légèrement plus élevées, ce qui augmentait la cadence de tir cyclique du fusil d'environ 750 coups par minute à près de 1000 coups par minute. Le taux cyclique plus élevé signifiait que le système d'extraction du fusil retirait les douilles de la chambre plus rapidement que prévu. Combiné avec une poudre plus sale, laissant plus de résidus dans la chambre, cela a créé les conditions parfaites pour des échecs d'extraction. Les 12 usagers resteraient dans la chambre. Et lorsque le boulon tentait de les extraire à grande vitesse, les bords du boîtier se déchiraient, laissant le boîtier coincé dans la chambre. La seule façon de dégager le bourrage était de pousser une tige de nettoyage dans le canon et de faire tomber le boîtier, une procédure impossible lors d'un échange de tirs. Le deuxième problème était le chromage, ou plutôt son absence. Le concepteur avait précisé que la chambre et l'alésage devaient être chromés pour éviter la corrosion. Le chromage était une pratique courante pour les fusils militaires utilisés dans des environnements humides. Les jungles humides du Vietnam, avec leur humidité constante et leur manque d'installation de nettoyage appropriée, étaient exactement les conditions où le chromage était essentiel. Armalite avait recommandé le chromage dès le début. Colt avait spécifiquement demandé le chromage dans ses communications avec les responsables des achats de l'armée, mais l'armée,
cherchant à économiser de l'argent, a supprimé la spécification de chromage. Il prétendait que c'était inutile. Les chambres en acier se sont rapidement corrodées sous l'humidité du Vietnam. Les chambres corrodées augmentaient la friction lors de l'extraction, aggravant encore le problème de collage de la douille. Les munitions stockées dans des conditions humides se corrodaient également, les douilles en laiton développant une patine qui augmentait la friction. Lors de témoignages ultérieurs devant le Congrès, des experts ont identifié le manque de chromage comme la cause la plus critique des échecs du M16 au Vietnam. Le troisième problème était la formation à la maintenance, ou plutôt son absence totale. L'armée avait décidé de présenter le M16 comme étant auto-nettoyant. Ils ont dit aux soldats que le fusil ne nécessitait pas d'entretien régulier. Aucun kit de nettoyage n'a été distribué aux troupes. Les manuels techniques n'ont pas été distribués. Les soldats sont arrivés au Vietnam après avoir tiré une ou deux fois avec le M16 pour se familiariser, sans aucune formation sur la manière de l'entretenir et sans les outils nécessaires pour le nettoyer, même s'ils savaient comment le faire. Le fusil n'était pas auto-nettoyant. Aucune arme à feu n'est auto-nettoyante. Le système de gaz, qui acheminait les gaz chauds directement vers le récepteur, nécessitait un nettoyage régulier pour éviter l'accumulation de carbone. Combiné à la poudre sale, au manque de chromage et à l'environnement humide, le manque d'entretien signifiait que les fusils devenaient rapidement tellement encrassés qu'ils ne pouvaient plus fonctionner. Les soldats qui avaient passé des années à entretenir les M1 Garand et M14, des armes capables de fonctionner avec un minimum d'entretien, se sont retrouvés à porter des fusils qui nécessitaient une attention constante juste pour continuer à fonctionner. Un incident particulièrement tragique documenté par l'enquête du Congrès impliquait une unité de marine engagée dans des combats acharnés. Un seul marine de l'escouade possédait une tige de nettoyage. Alors que les fusils de ses camarades marines se bloquaient un par un, ce marine parcourait la ligne en utilisant sa tige de nettoyage pour dégager chaque arme bloquée. Il a été tué alors qu'il tentait de dégager un embouteillage pour un autre marine. L'enquête a conclu qu'il était mort parce que l'armée n'avait pas fourni de matériel de nettoyage aux troupes. Le quatrième problème était l'assistance avancée. La conception originale de l'AR-15 n'avait pas d'assistance vers l'avant, un dispositif qui permettait au tireur de pousser manuellement le verrou vers l'avant s'il ne se fermait pas complètement. Le concepteur avait délibérément omis cette fonctionnalité. Sa philosophie de conception était que si le verrou ne se fermait pas tout seul, il y avait un problème qui devait être résolu et non forcé. Mais les officiers de l'armée, habitués aux fusils à assistance avancée, ont insisté pour en ajouter un au M16. L'assistance avancée permettait aux soldats de forcer les cartouches dans des chambres sales, créant encore plus de pression sur le système d'extraction et rendant les bourrages plus probables. Des tests effectués à Rock Island Arsenal avaient montré que forcer le boulon vers l'avant pouvait provoquer de graves échecs d'extraction, mais l'armée a ignoré ces résultats. Au début de 1967, la catastrophe du M16 était devenue un scandale national. Les parents écrivaient aux membres du Congrès. Les journaux publiaient des articles sur des fusils défectueux. Les soldats mouraient non pas à cause de l'action de l'ennemi, mais parce que leurs armes n'avaient pas réussi. Le 15 mai 1967, le représentant Richard Yicor du Missouri a convoqué un sous-comité spécial sur le programme de fusils M16. Les audiences se poursuivront jusqu'au 22 août 1967, appelant des centaines de témoins et produisant un rapport qui reste l'un des documents les plus accablants de l'histoire militaire américaine. Eugene Stoner a témoigné devant le sous-comité. Il a expliqué que l'armée avait modifié sa conception sans le consulter. Il a démontré qu'avec de la poudre IMR, un chromage approprié et un entretien adéquat, le M16 était aussi fiable que n'importe quel fusil militaire jamais produit. Il a apporté des documents démontrant qu'il avait recommandé le chromage dès le début. Il a présenté des données de test prouvant que le fusil fonctionnait parfaitement avec les munitions appropriées. Les représentants de la secte ont témoigné qu'ils avaient averti l'armée des problèmes liés à la poudre à billes, mais qu'ils avaient été ignorés. Ils ont présenté une documentation montrant que Colt avait spécifiquement recommandé le chromage, mais que la spécification avait été supprimée pour économiser de l'argent. Ils ont décrit comment les responsables des achats de l'armée avaient fait pression sur eux pour qu'ils acceptent des changements dont les ingénieurs de la secte savaient qu'ils poseraient des problèmes. Un culte interne communiqué au comité a montré que l'entreprise avait prédit les échecs d'extraction des mois avant qu'ils ne se produisent au Vietnam. Des officiers de l'armée ont témoigné et leur témoignage a été dévastateur. Interrogés, ils ont admis qu'ils n'avaient pas correctement testé la poudre de balle avant d'en approuver l'utilisation. Ils ont reconnu qu'ils n'avaient pas distribué de kit de nettoyage ni de matériel de formation aux soldats vietnamiens. Ils ont confirmé qu'ils avaient annoncé que le fusil était auto-nettoyant, même s'ils n'avaient aucune preuve à l'appui de cette affirmation.
Certains officiers ont admis qu'ils s'étaient personnellement opposés au M16 et qu'ils préféraient le M14. Le rapport du sous-comité publié le 19 octobre 1967 comptait près de 600 pages. La conclusion était accablante. Le rapport indiquait que les dysfonctionnements du M16 étaient dus à une mauvaise gestion et à la négligence de l'armée. L'ordonnance Corps avait changé les munitions du fusil sans tests appropriés. Ils avaient supprimé des spécifications essentielles comme le chromage pour économiser de l'argent. Ils n'ont pas réussi à fournir du matériel de formation et d'entretien aux soldats. Ils avaient ignoré les avertissements des concepteurs et du fabricant du fusil. Le rapport utilisait un langage rarement vu dans les documents du Congrès, déclarant que l'incapacité à prendre des mesures correctives frôlait la négligence criminelle. Le scandale a forcé une action immédiate. L'armée a rapidement mis en production des chambres et des forêts chromées. Ils sont revenus à la poudre améliorée pour les munitions M16. Ils ont fabriqué des millions de kits de nettoyage et les ont distribués à chaque soldat vietnamien. Ils ont développé un manuel de style bande dessinée expliquant comment entretenir le fusil. Ils ont institué des programmes de formation obligatoires sur la maintenance du M16. Ils ont apporté 10 modifications à la conception du fusil, créant ainsi le M16A1. Le fusil modifié a été officiellement standardisé le 28 février 1967, remplaçant l'ancienne désignation XM16E1. Le M16A1 avec une chambre chromée, des munitions appropriées, un équipement de nettoyage et des soldats entraînés s'est avéré aussi fiable que le concepteur l'avait toujours prétendu. À la fin de 1968, le taux de dysfonctionnement était tombé à des niveaux comparables à ceux de n'importe quel fusil militaire. Les soldats qui ont reçu le M16A1 mis à jour ainsi qu'un équipement de formation et de nettoyage approprié ont trouvé qu'il s'agissait d'une excellente arme. Il était léger, précis, contrôlable et, lorsqu'il était correctement entretenu avec les munitions appropriées, totalement fiable. Le fusil commença à gagner le respect sur le champ de bataille. Les soldats appréciaient qu'ils puissent transporter 300 cartouches contre 140 cartouches pour les munitions M14. Ils ont trouvé le fusil facile à manipuler dans les combats rapprochés courants au Vietnam. Ils ont découvert que la petite balle à grande vitesse était d'une efficacité dévastatrice contre les troupes ennemies. Le M16A1 est resté en service pendant le reste de la guerre du Vietnam et est devenu le fusil standard de toutes les branches militaires américaines. Dans les années 1970, il avait été adopté par des dizaines de pays alliés. Dans les années 1980, des millions de pièces avaient été produites. Le fusil a continué à évoluer. Le M16A2, introduit dans les années 1980, était doté d'un canon plus lourd, d'une hausse améliorée et d'un déflecteur en laiton pour protéger les tireurs gauchers. Le M16A4, introduit dans les années 1990, a ajouté un récepteur à dessus plat avec un rail Picatin pour le montage des optiques. En 1994, l'armée a introduit la carabine M4, une version raccourcie avec un canon de 14,5 pouces et une crosse pliable. Le M4 finirait par remplacer le M16 dans la plupart des unités de première ligne, devenant ainsi l'arme d'infanterie standard, mais les deux armes partageaient les principes de conception d'origine, le système de gaz, la crosse en ligne droite, le récepteur en aluminium et la construction modulaire. Les innovations conçues dans un garage de Long Beach dans les années 1950 sont restées à la base des fusils militaires américains 70 ans plus tard. Eugene Stoner ne s'est pas arrêté à l'AR-15. En 1961, après qu'Armalit ait vendu les droits à Colt, il part travailler comme consultant pour Colt. Il a ensuite déménagé chez Cadillac Gage où entre 1962 et 1963, il a conçu le système d'armes Stoner 63, une conception modulaire qui pouvait être configurée comme un fusil, une carabine ou une mitrailleuse légère. Le Stoner 63 a été adopté par les Navy SEAL des États-Unis et a connu une utilisation limitée au Vietnam. Environ 4000 unités ont été fabriquées entre 1963 et 1971. L'arme démontra l'innovation continue du concepteur, même si elle n'atteignit jamais l'adoption généralisée du M16. En 1971, il a cofondé AR Incorporated à Port Clinton, Ohio. Chez AR, il a développé des versions améliorées du Stoner 63, désigné Stoner 86. Il a également travaillé sur des concepts avancés qui étaient en avance de plusieurs décennies sur leur temps. Il a expérimenté des munitions en polymère, tentant de réduire encore davantage le poids. Il a développé des cartouches télescopiques qui permettraient de contenir davantage de cartouches dans un chargeur. Il a travaillé sur des systèmes de munitions sans étui. Ces concepts, jugés trop radicaux dans les années 1970, influenceront plus tard le développement des fusils au XXIe siècle. En 1990, à 67 ans,
Eugene Stoner rejoint la Knight Armament Company à Titusville, en Floride. Là, il a conçu le SR-25, une version agrandie de l'AR-15 chambrée pour les munitions au temps de 7,62 mm. Le SR-25 combinait la précision d'un fusil de précision avec la fiabilité et les caractéristiques de maniement du M16. Il a été adopté par la marine américaine comme système d'armes de tireurs d'élite Mark 11 Mode 0. Les Navy SEAL utiliseraient le fusil en Irak et en Afghanistan, louant sa précision et sa fiabilité. C'était l'une des dernières créations du designer et l'une de ses plus belles. Le SR-25 a prouvé que la conception de base de l'AR-15 pouvait être adaptée avec succès à des cartouches plus grandes, validant ainsi les concepts qu'il avait explorés pour la première fois avec l'AR-1000 40 ans plus tôt. En mai 1990, Eugene Stoner rencontre pour la première fois Metzger Kalachnikov, concepteur de l'AK-47. Les deux légendaires concepteurs d'armes à feu, dont les fusils ont armé les camps opposés dans tous les conflits majeurs depuis les années 1960, se sont rencontrés à Washington. Ils ont visité ensemble le Musée national des armes à feu de la NRA, examinant les créations de chacun exposées côte à côte. Ils sont allés tirer dans un stand de tir en Virginie, chacun tirant avec les autres. Ils ont visité la base du corps des marines à Quantico, où ils ont assisté à des tests de nouvelles armes. De toute évidence, ils sont devenus amis au cours de ces quelques jours. Deux designers qui ont compris qu'ils avaient tous deux essayé de résoudre les mêmes problèmes, mais à partir d'approches philosophiques différentes. Kalachnikov privilégiait avant tout la simplicité et la robustesse. Stoner a privilégié la légèreté et la précision. Tous deux avaient réussi à créer des armes qui serviraient à leur pays pendant des générations. Eugene Morrison Stoner est décédé d'un cancer le 24 avril 1997 à l'âge de 74 ans. Il travaillait sur la conception d'une arme à feu dans son garage en Floride lorsqu'il est tombé trop malade pour continuer. Il a été enterré au cimetière national de Quantico en Virginie, parmi les marines avec lesquels il avait servi plus d'un demi-siècle plus tôt. Il laisse dans le deuil son épouse Barbara, qu'il a épousée en 1965, 4 enfants issus de son premier mariage, 7 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants. Il n'a laissé aucun patrimoine important. Bien qu'il ait conçu le fusil militaire le plus produit de l'histoire américaine, il ne s'est jamais enrichi. Les accords de licence qui lui rapportaient des redevances étaient modestes et il avait passé sa vie à travailler pour des entreprises plutôt que d'en être propriétaire. Il est mort comme il avait vécu, travaillant tranquillement sur les problèmes qui le fascinaient, et évitant la publicité, laissant ses créations parler d'elles-mêmes. Le fusil qu'il a conçu est devenu l'arme à feu la plus controversée de l'histoire américaine. Plus de 30 millions d'AR-15, la version civile semi-automatique du M16, se trouve désormais dans les foyers américains. Ils sont devenus le symbole du droit aux armes à feu pour certains Américains et le symbole de la violence armée pour d'autres. 10 États ont adopté divers degrés de restriction ou d'interdiction sur les fusils de type AR-15. Les débats continuent, passionnés et non résolus. Sa famille a déclaré publiquement qu'il avait conçu l'AR-15 comme une arme militaire et non pour un usage civil. Il pense qu'il aurait été horrifié par l'association des armes avec des fusillades de masse. D'autres affirment qu'il aurait soutenu la propriété civile de sa conception, soulignant son travail sur les armes à feu civiles tout au long de sa carrière. La vérité, comme beaucoup de choses sur cet homme, est probablement plus nuancée que les deux parties ne le reconnaissent. Ce qui ne fait aucun doute, c'est la signification militaire du fusil. La famille de fusils M16 a servi dans tous les conflits militaires américains depuis le Vietnam. Elle a armé des soldats américains à Grenade, au Panama, pendant la guerre du Golfe Persique, en Somalie, en Bosnie, au Kosovo, en Afghanistan et en Irak. Il a été adopté par plus de 80 pays. Il a été fabriqué sous licence par la Corée du Sud, Singapour et les Philippines. Il a inspiré d'innombrables copies et dérivés. Le T-65 taïwanais, le C-7 canadien, le L-85A1 britannique et des dizaines d'autres fusils tirent leur lignée directement des modèles originaux. Le fusil a fondamentalement changé la tactique de l'infanterie moderne. Avant son adoption, la doctrine de combat de l'infanterie supposait que les soldats engageraient les ennemis à des distances de 400 à 600 mètres. La cartouche intermédiaire du M16 a été optimisée pour le combat à moins de 300 mètres. Cela a obligé les planificateurs militaires à repenser la manière dont les unités d'infanterie combattraient. Le résultat fut de nouvelles tactiques mettant l'accent sur le tir et la manœuvre, le tir de suppression et l'assaut rapide. Le combat d'infanterie moderne, mettant l'accent sur la vitesse et la puissance de feu écrasante, a été rendu possible par la combinaison de légèreté et de cadence de tir élevée du M16. Le fusil a également modifié la logistique militaire d'une manière qui est souvent négligée.
Étant donné que les munitions de 5,56 mm étaient plus légères que les cartouches autant de 7,62 mm, les soldats pouvaient transporter plus de munitions pour le même poids. Cela signifiait que les unités d'infanterie pouvaient soutenir le feu pendant de plus longues périodes sans réapprovisionnement lors d'opérations prolongées loin des bases de ravitaillement. C'était un avantage crucial. Le poids léger du M16 combiné à l'efficacité de ses munitions a rendu possible les tactiques d'assaut aérien modernes. Des soldats pouvaient être déployés par hélicoptère, transportant suffisamment de munitions pour un combat soutenu, ce qui était impossible avec des armes plus lourdes et leurs munitions plus volumineuses. Le système à gaz mis au point dans la conception est devenu la norme pour les fusils militaires modernes. Alors que certains concepteurs préfèrent encore les systèmes à piston, la plupart des fusils militaires actuels utilisent des variantes du système à gaz direct. La simplicité, la légèreté et la fiabilité du système lorsqu'il est correctement entretenu se sont révélées difficiles à surpasser. Même les fusils qui semblent radicalement différents intègrent souvent les principes de conception démontrés pour la première fois dans l'AR-15. L'histoire d'Eugene Stoner remet en question de nombreuses hypothèses concernant la conception des armes à feu et l'approvisionnement militaire. Il n'avait aucune formation formelle en ingénierie au-delà du lycée. Il a appris son métier dans des usines aéronautiques et des ateliers d'usinage. Il a conçu des armes dans son garage et non dans des laboratoires militaires. Il a remis en question la sagesse traditionnelle que tout le monde considérait comme immuable. Il a réussi parce qu'il était prêt à penser différemment, à utiliser des matériaux que d'autres rejetaient, à défier les experts qui affirmaient que ses idées étaient impossibles. Les officiers de l'armée qui s'opposaient à son fusil avaient des décennies d'expérience. Ils étaient titulaires de diplômes d'ingénieurs issus d'universités prestigieuses. Ils avaient conçu des systèmes d'armes qui avaient servi lors de 2 guerres mondiales. Ils étaient convaincus qu'un machiniste autodidacte de Californie ne pouvait pas en savoir plus qu'eux sur la conception des fusils. Ils avaient tort. Et leur arrogance, leur refus d'admettre qu'ils pouvaient avoir tort, ont coûté la vie aux soldats américains dans les jungles du Vietnam. La catastrophe du M16 en 1967 n'a pas été causée par une conception défectueuse. Cela a été causé par des bureaucrates militaires qui ont modifié la conception sans le comprendre, qui ont ignoré les avertissements du concepteur et du fabricant, qui ont donné la priorité à la fierté institutionnelle plutôt qu'à la sécurité des soldats. L'enquête du Congrès a conclu que les responsables ayant autorité dans l'armée n'avaient pas pris de mesures pour corriger les déficiences connues et que cet échec confinait à la négligence criminelle. Pourtant, malgré cette conclusion accablante, personne n'a été tenu pour responsable. Personne n'a été convoqué devant le tribunal. Personne n'a été relevé de son commandement. La culture institutionnelle à l'origine du désastre est restée largement inchangée. L'enquête et les réformes qui ont suivi ont amélioré les procédures d'acquisition de matériel militaire, mais des problèmes similaires continuent d'apparaître. La leçon qui aurait dû être tirée selon laquelle l'innovation peut provenir de sources inattendues et que l'expertise doit être respectée quelle que soit son origine reste difficile à accepter pour les grandes institutions. L'introduction difficile du M16 en service constitue un avertissement sur les dangers de l'arrogance bureaucratique et sur l'importance d'écouter les concepteurs et les ingénieurs qui comprennent réellement les systèmes qu'ils créent. Eugene Stoner n'est jamais devenu célèbre de la même manière que Thomas Edison ou Henry Ford le sont devenus. La plupart des Américains possédant des AR-15 ne connaissent pas son nom. La plupart des soldats qui transportaient des M16 au Vietnam n'ont jamais su qui avait conçu le fusil qui leur a sauvé ou leur a coûté la vie. Il est resté toute sa vie un ingénieur discret et modeste, plus à l'aise dans les ateliers d'usinage que dans les bureaux d'entreprise. Il évitait la publicité. Il donnait rarement des interviews. Il a laissé ses créations parler d'elles-mêmes. Lorsque les journalistes ont réussi à l'interviewer, ils ont trouvé un homme à la voix douce, plus intéressé à discuter de détails techniques qu'à être reconnu pour ses réalisations. Mais son héritage est impossible à ignorer. Entrez dans n'importe quel magasin d'armes américain et vous verrez des dizaines de variantes de l'AR-15. Visitez n'importe quelle base militaire et vous verrez des soldats s'entraîner avec des M4. Descendant direct de sa conception. Consultez les manuels de tactique d'infanterie de n'importe quelle armée moderne et vous verrez des doctrines qui supposent que les soldats portent des armes présentant les caractéristiques intégrées à l'AR-15. Son fusil est devenu la norme par rapport à laquelle tous les autres fusils d'infanterie sont mesurés. Lorsque les pays développent de nouveaux fusils militaires, ils les comparent au M16. Quand les soldats débattent les mérites des différentes armes, le M16 est la référence. Les statistiques témoignent d'un succès sans précédent. Environ 8 millions de fusils M16 ont été produits à des fins militaires dans le monde. La carabine M4, un dérivé de la M16, a été produite par millions supplémentaires.
plus de 30 millions de fusils AR-15 ont été vendus à des civils américains, ce qui en fait la plateforme de fusil la plus populaire aux États-Unis. Le fusil a été fabriqué dans plus d'une douzaine de pays. Il a servi dans plus de 100 conflits. Elle compte des soldats armés de plus de 80 pays. C'est l'arme principale de l'armée américaine depuis plus de 60 ans, plus longtemps que tout autre fusil de l'histoire américaine. Et il ne montre aucun signe de remplacement. L'armée américaine a mené plusieurs programmes visant à remplacer les M16 et M4 par de nouveaux fusils. Tous ont conclu qu'aucune conception actuellement disponible n'offre suffisamment d'avantages pour justifier le coût énorme du passage à un nouveau système d'armes. La dernière tentative en date, le programme d'armes d'escouade de nouvelle génération, a produit un nouveau fusil, mais le remplacement complet du M4 prendra des décennies, s'il se produit. Le M4 restera probablement le principal fusil d'infanterie américain pour les années à venir. Eugene Stoner a prouvé qu'une seule personne travaillant avec détermination et intelligence peut changer le monde. Il a prouvé que l'éducation formelle n'est pas nécessaire à l'innovation. Il a prouvé que remettre en question les idées reçues peut conduire à des avancées qui échappent aux experts. Il a prouvé que les matériaux légers et les conceptions non conventionnelles peuvent réussir là où les approches traditionnelles échouent. Et il a prouvé, même s'il n'a pas vécu assez longtemps pour le voir pleinement réalisé, qu'une bonne ingénierie finira par vaincre la résistance bureaucratique et l'inertie institutionnelle. Le fusil qu'il disait impossible à fabriquer est devenu le fusil qui a défini la guerre d'infanterie moderne. Le machiniste qu'ils ont considéré comme non qualifié a conçu une arme que les experts ne peuvent toujours pas améliorer. Le jeune homme qui n'avait pas les moyens de se permettre d'aller à l'université a créé une technologie qui a changé l'histoire militaire. Eugene Morrison Stoner, né dans une petite ville de l'Indiana pendant une dépression économique, est décédé après avoir accompli ce qu'il entreprenait. Il a conçu et construit le fusil d'infanterie le plus efficace que le monde ait jamais vu. Le fait que le passage de l'atelier de garage aux normes militaires ait nécessité des décennies, des enquêtes du Congrès et d'innombrables obstacles ne fait que rendre cette réussite encore plus remarquable. Le fusil que tout le monde disait impossible à fabriquer est devenu, contre toute attente et contre toute attente, le fusil américain.